passé parce que une passerelle piétonne qui s'écroule suite au passage d'un véhicule qui, ils ont dit, surdimensionné. C'est quand même tragique. Personne ne s'y attendait à ça. Mais il semble que la mairie avait saisi la direction. En tout cas, je crois que le ministre des Travaux publics lui signala quelques dysfonctionnements au niveau de cette passerelle. De cet ouvrage-là? Oui, je crois, c'est ce que j'ai entendu. Bon, mais évidemment, il faut aller aux vérifications. Si c'est vrai, c'est pas bon. Mais évidemment, ce n'est pas ce dysfonctionnement qui a entraîné l'accident. C'est un surdimensionnement. Il faut voir, maintenant, il faut aller voir dans le marché si l'entreprise qui a eu ce marché, oui, a respecté les conditions. Est-ce que la hauteur a été respectée? Est-ce qu'il y a signalisation pour permettre aux camions ou bien aux véhicules qui viennent là-bas de savoir que vraiment ils ne respectent pas les conditions, etc. Mais dans tous les cas, bon, nous allons faire notre travail, nous allons demander au ministère de nous expliquer ce qui s'est passé. Oui, mais quand même, il y a des services de contrôle quand on réalise ces genres de travaux qui véritablement sont de grande utilité publique. Non, c'est certain. Bon, certains le secteur des travaux publics, des marchés publics notamment, nous interpellent. Parce que j'ai lu, en tout cas, j'ai lu sur les réseaux sociaux le rapport des résultats des enquêtes que l'autorité de régulation ARCOP a publié la dernière fois. Donc ça nous interpelle, nous les députés, pour mieux comprendre ce qui se passe, parce que ce qu'il a révélé, c'est très grave, des irrégularités énormes. Donc nous ne pouvons pas... Et la coïncidence, c'est que l'accident, au cours de 2 jours après, il a fait la déclaration le 11 et le 13, déjà il y a cet accident. Donc nous devons mieux comprendre ce qui se passe. Et il y a beaucoup de protestations sur les marchés publics, sur la commande publique. Donc il faut que nous comprenions mieux ce qui s'y passe, quelles sont les sanctions, les mesures qui ont été prises, les recommandations que l'ARCOP a faites, et également savoir quelles sont les perspectives. Qu'est-ce que nous devons faire pour mieux surveiller les marchés publics? Parce que c'est fait pour, surtout la construction des infrastructures, c'est fait pour l'amélioration du bien-être de la population. Et si ça va entraîner des morts, vraiment c'est fortement regrettable. Oui, mais quel mécanisme aujourd'hui pour pouvoir essayer de mettre fin donc à ces genres de négligence et nonchalance vis-à-vis des contrôles rigoureux? C'est les sanctions. Il faut sanctionner les gens, il faut publier la liste des gens qui ont été responsables de ces attributions de marché. Est-ce que cela peut être mis sous la coupole également ou bien dans le gros lot de la corruption? Oui, bien sûr, c'est ça, les marchés publics. Comme le président ou bien le directeur général de l'ARCOP a dit, c'est l'un des nids de la corruption au Togo. Parce que si vous attribuez des marchés et les prix ne sont pas respectés, les délais ne sont pas respectés, la qualité n'est pas respectée, le contrôle n'est pas effectué normalement, il va de soi que vous aurez des problèmes. Les routes qui sont conçues, en principe, c'est pour une durée de vie de 15 ans. Voilà. Mais 2 ans après, vous constatez des problèmes. Mais les entreprises, on s'en fout. Et ça continue ainsi, le contrôle n'est pas effectué. Évidemment, nous allons essayer de creuser pour voir ce qu'il y a. C'est possible au niveau des partis politiques ou bien au niveau des députés, nous avons des armes, nous avons des instruments pour vérifier. Nous pouvons demander à la Cour des comptes de vérifier les choses. Et vous savez, nos experts, généralement, ils font du bon travail, même de l'inspection générale d'État, que ce soit, ou bien l'inspection générale des finances, la Cour des comptes, ils font du bon travail. C'est après les recommandations, comment c'est suivi, c'est ça qu'il faut voir. Si vous vous rappelez, lorsque la Cour des comptes a effectué l'audit de la gestion des comptes fonds Covid, vous voyez ce qui est sorti. Vous vous rappelez également, je ne sais plus si c'est l'inspection générale des finances ou bien l'inspection d'État qui avait fait l'enquête sur lorsque Haïti a parlé de Petrolgate, vous savez, bon, il y a eu des audits ou bien une enquête de l'inspection générale. Vous voyez qu'ils ont fait du bon travail. Donc c'est des choses comme ça qu'il faut faire, mais maintenant faire le suivi des recommandations. Des enquêtes sont faites, suivi des enquêtes. Bien faites, mais c'est le suivi des recommandations. Il faut vérifier, il faut voir, il faut faire respecter ça. Mais à un moment donné, doit-on taper du poing sur la table? Bien sûr, bien sûr. Parce qu'il est totalement... C'est incompréhensible que des fonctionnaires s'enrichissent et puis les entreprises aient des problèmes. Ça,
Bon, peut-être qu'il y a une magie spécifique. J'aurais été fonctionnaire sans problème d'être enseignant. Peut-être que je serais très riche aujourd'hui. C'est quelque chose qu'il faut... Non, ça ne va pas. Voilà. Monsieur le Président, voilà, bien avant quand même que ce drame ne survienne, du moins le gouvernement a pensé soulager un tant soit peu la souffrance de la population en réduisant le prix des produits pétroliers de 20 francs. Oui, bon, disons qu'un tiers vaut mieux que deux, tu l'auras. Mais si j'ai vu quelque part, si quelqu'un a fait une étude pour voir l'évolution du prix du pétrole depuis 2000, je ne me rappelle plus quelles années, il a trouvé que le prix avait augmenté de 245 francs, alors que, bon, on a fait une réduction de 20 francs. Bon, c'est quelque chose déjà, mais vraiment, on peut dire peut mieux faire, quoi. Donc l'État pouvait mieux faire. Oui, je crois qu'il pouvait mieux faire. Mais on en est là, et voilà, donc on a annoncé pour le 2 février prochain ce que nous tous nous savons, et ce serait la première fois dans l'histoire du Togo, les élections sénatoriales. Les sénatoriales annoncées, voilà l'opposition. Le Front Tous par ma constitution décline l'offre. La DMP dit non. L'Alliance nationale pour le changement également dit je rejette fermement et délibérément ces élections. A dit prendra-t-elle part, est-il part, ou bien c'est une alliance, est-ce que vous prendrez part à ces élections ou non, professeur Gomi? Bon, l'Alliance des démocrates pour le développement intégral est en consultation. Nous allons consulter notre base pour décider. Mais pour ces élections sénatoriales, il faut aborder ça à plusieurs étapes. La première étape, est-ce que nous avons besoin de Sénat actuellement? Même c'est prévu, il ne faut pas lier ça au changement constitutionnel, parce que le Sénat est déjà prévu dans la Constitution de la 4e République. Donc ce n'est pas lié à la 5e République. Non, ce n'est pas lié à ça. Bon, mais la question c'est que effectivement il y a un problème. Compte tenu des conditions économiques, nous pensons, comme l'a dit Mme Adjamabo, que ce n'est pas pertinent actuellement, c'est budgétivore. Et puis, on vient de faire une communalisation complète, intégrale dans le pays. Il faut laisser ça fonctionner un peu pour voir où évoluer, puisque c'est lié aussi aux élections régionales. Parce que là également, la question se posait pour savoir si c'était nécessaire d'avoir des conseils régionaux. Pour nous, pour le moment, ce n'était pas nécessaire. Il fallait attendre et voir évoluer les choses. Surtout que dans certains pays qui ont déjà des Sénats, ils l'ont supprimé comme le Sénégal, comme vous le savez. La deuxième chose, donc pour nous, actuellement, ce n'est pas nécessaire. Pour Adi, ces élections, disons, les sénateurs ne sont pas encore nécessaires. Ne sont pas nécessaires. Même on peut se demander après, mais pour le moment, compte tenu de l'environnement, des conditions. Pourquoi vous dites que ce n'est pas encore nécessaire? Ce n'est pas nécessaire compte tenu de... D'abord, nous venons de commencer l'expérience de la décentralisation intégrale. Il faut faire des leçons. Est-ce que ces communes ont des moyens pour travailler nécessairement? Est-ce qu'ils sont efficaces? Est-ce qu'ils ont l'appui technique nécessaire? Bon, ça, c'est des questions. Et puis, nous avons des difficultés économiques. Je crois que les ressources qu'on devait allouer au Sénat, au Conseil régional, il faut pouvoir peut-être mettre ça dans la sécurité et l'amélioration de certaines infrastructures du pays. C'est pourquoi nous pensons que ce n'est pas nécessaire. Évidemment, même si vous êtes dans le domaine de la 5e République, ce qui n'est pas bon, nous sommes contre la 5e République. Mais même si vous êtes dedans, la Constitution prévoit que lorsque le Sénat n'existe pas, l'Assemblée nationale joue le rôle. Donc on n'a pas besoin de nécessaire. Et cela a toujours été le cas depuis 92. Oui, depuis 92. Donc ce n'est pas nécessaire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui se pose, c'est la nomination des sénateurs par le président de la République. Parce que sur les 61, évidemment, il y a 61, mais il y a les anciens présidents. Malheureusement, heureusement, je ne sais pas, le Togo n'a pas d'anciens présidents. Donc, sur les 61, le président nomme 20. Évidemment, ce n'est pas bon que des sénateurs nommés aient les mêmes mandats que les sénateurs élus. Ça, ce n'est pas bon. Mais donc, les sénateurs nommés ne doivent pas avoir les mêmes prérogatives. Non, pour nous, ce n'est pas normal. Et c'est ce que l'ANC dénonce également. Oui, ce n'est pas normal, parce que les gens sont élus, et ils représentent quelque chose. Bon, les non-élus, non. Mais par rapport aux quotas réservés ou dévolus au chef il ne faut pas parler de quotas. Bon, c'est question de se poser des principes. Bon,
peut-être c'est un peu trop, d'autres diront que c'est ok, etc. Parce qu'il y a des pays où les sénateurs sont, entre guillemets, nommés. Si vous prenez le cas du Canada, les sénateurs ne sont pas élus. Ils sont nommés par le gouverneur général, mais sur recommandation du Premier ministre, en tout cas du gouvernement. Donc, le parti majoritaire. On peut dire plus ou moins c'est la même chose ici. Mais eux, là-bas, c'est tout le monde. Mais ils n'ont pas le même statut que les... En tout cas, puisqu'ils sont tous nommés, mais ils n'ont pas le même statut que l'Assemblée nationale, par exemple. Où les députés sont élus. Bon, ensuite, lorsqu'ils sont nommés, il faut voir les critères de nomination. Les critères, parce qu'on ne peut pas laisser le président nommer qui il veut. Vous voyez, c'est-à-dire nommer pour récompenser des gens, ses amis ou bien des gens de la nomination effectuée par le chef de l'État ne doit pas être synonyme de récompense. Non, ça doit respecter pour nous, ça doit respecter des critères. Si on veut que le président nomme, ça doit respecter des critères donnés. Dans ce pays, il y a des gens, peut-être si on nomme sénateur, bon, les gens vont dire, ok, ça va. Moi, je peux donner des exemples. John Doe, Ecobank. Vous voyez, il peut faire, les gens peuvent dire, oh, ok, John Doe, c'est une personnalité dans le pays. Je penserais peut-être au professeur Sedo, qui était recteur, ministre de l'Éducation. Je crois qu'il peut faire pour quelqu'un, un sage qui bon, peut-être qu'ils sont un peu âgés à la retraite. Mais voilà des gens. Peut-être, je ne sais pas, M-Afrique, le responsable de M-Afrique, c'est quoi? Dr Kodom. Vous voyez, s'il y a des gens comme ça, en les nommant, ok, on peut dire, c'est des gens qui... Quand même, ce sont des personnalités qui ont marqué le pays, qui peuvent être dans leurs divers domaines. Mais si on nomme des gens qui disent parce qu'ils sont soit de l'opposition bien d'unir, il faut le nommer, je crois que ce n'est pas très intéressant. Oui. Bon, maintenant, venons à nos cas, les partis politiques. Les partis politiques. Surtout de l'opposition. De l'opposition. Là également, il y a des problèmes qui se posent. Vous savez, parfois, ce qui fait mal, c'est que l'être humain essaie de trouver des arguments pour rationaliser certaines positions. Supposons, je donne un exemple, j'ai un pantalon. Je peux avoir un pantalon parce que c'est un choix. Je peux dire que, bon, avoir plusieurs pantalons, ça détruit l'environnement, etc. C'est-à-dire, c'est du gaspillage, etc. Ça, c'est une conviction que j'ai. Moi, je suis d'accord avec quelqu'un qui a une telle conviction, alors que, bon, je ne l'approuve pas nécessairement. Mais c'est sa conviction, ça va. Mais supposons qu'il n'a pas la possibilité d'avoir deux pantalons. Mais il dit que voilà, il cherche des arguments pour justifier le fait qu'il ait un pantalon alors qu'il n'a pas la possibilité d'avoir deux. Voilà. Donc là, je trouve que c'est un peu malhonnête. Donc si on revient au cas spécifique dont nous parlons, évidemment, les règles d'élection des sénateurs, c'est connu. C'est les conseillers. C'est eux qui constituent le corps électoral. Et les conseillers régionaux. Mais les grands électeurs, on dirait. C'est les grands électeurs. Maintenant, il faut faire l'étude pour voir. Il y a certains qui ont la possibilité d'avoir des sénateurs élus. Il y a d'autres qui n'ont pas de chance. Parce que compte tenu de ce qui s'est passé en 2019, qui est la conséquence de ce que nous avons posé comme acte en 2018, les élections législatives que nous avons boycottées. Donc les électeurs nous ont... Évidemment, je ne dis pas que c'est ça seul qui explique le fait que nous n'avons pas beaucoup de conseillers. C'est l'organisation même des élections qui ont aussi contribué. Bon, vous voyez? Donc, de telle sorte qu'actuellement, peu de partis politiques de l'opposition, très peu de partis politiques ont la possibilité d'avoir des sénateurs élus. Donc il ne faut pas qu'ils se basent sur ça pour dire qu'ils ne participent pas aux élections. Ça, je trouve ça malhonnête. Claire. Vous trouvez ça malhonnête? Que quelqu'un qui n'a pas la possibilité et que c'est sur ça qu'il se base pour dire qu'il ne va pas aux élections, je ne suis pas d'accord. Mais des gens peuvent, comme je l'ai dit dans le cas de celui qui a un pantalon, peuvent avoir des raisons plus formelles pour dire qu'il ne va pas aux élections sénatoriales à cause de ça. Mais il faut distinguer les deux, il faut savoir quel est le motif qui domine. Voilà. Oui, mais à vous écouter concrètement, à dire actuellement, oui. Quelle est votre position? Est-ce que vous irez? Non, moi je dis, je suis en train de faire la consultation, je vais voir cette semaine, c'est ce que les gens me diront.
et je vais l'appliquer. L'ADI est un parti démocrate. Mais vous avez quand même... Moi, je peux avoir, en tant que Gogé, en tant que militant, je peux avoir ma position, mais je suis un militant comme tous les autres, je fais la synthèse. Mais quand même, vous avez la prérogative de décider, puisque la voix est prépondérante. Non, ma voix sera prépondérante, mais quand même, si 100 personnes disent non, et moi je serai, ou bien nous sommes 5 à dire oui, et cette prépondérance devient une dictature. Voilà. Ah oui, mais vous l'avez dit que bon, voilà, certains partis, si jamais on essaie de bien scruter les choses, certains partis pourront avoir des sénateurs élus. Oui, mais il y en a très très peu. Mais d'autres estiment quand même que les choses avaient été faites en amont, en sorte que l'opposition ne puisse pas avoir quand même des sénateurs en tant que tels. Non, non, je sais que les conditions d'élection ne sont pas... Je l'ai dit plusieurs reprises depuis 2020, ça s'empire de plus en plus, ça c'est évident, mais je ne pense pas que ça soit suffisant. Oui, mais si vous boycottez les sénatoriales, est-ce que vous ne risquez pas d'être dans le même schéma de ce qui s'est passé en 2018? Ou bien... Bon, les sénateurs, bon, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus simple que ça, parce que pour les autres élections, c'est élection directe, hein, c'est toute la population, alors que les sénateurs, c'est simplement les conseils. Si nous voulons aller au... 179 conseils régionaux plus les 1500. Oui, c'est ça, c'est limité. Ensuite, si nous voulons aller aux élections, ce serait limité là où nous avons quelques chances de gagner, parce que c'est les conseillers municipaux et conseillers régionaux. Si dans une préfecture, vous avez 5 conseillers municipaux et un conseiller régional, alors qu'il y aura 20, et 6, 5 et 3, ce n'est pas nécessaire d'aller. Vous n'avez pas la possibilité de convaincre les conseillers. Donc, avoir la configuration actuellement, tout l'espoir que UNI aura encore la majorité au Sénat? Ce n'est pas la majorité, c'est... Pour les élus. Totalité? Presque totalité, oui. Pour les élus des pour sénateurs? Les élus, oui. En voyant la configuration actuelle, il faut avoir 95%. Oui, mais nous avons 39 circonscriptions électorales, mais vous devez élire, ou bien les conseils municipaux et régionaux doivent élire 41. Comment c'est Je crois Lomé, c'est 2. Je ne sais plus, peut-être Golf aussi. Et Golf, c'est 2, je crois. Puis je sais et Golf 2, Agoué 2. Probablement, je n'ai pas vu la décomposition, mais c'est possible que ce soit ainsi. Je sais que, voilà. Oui, mais au regard de ce qui se passe dans le pays, la constitution de mai 2024, alors forcément, il faut le Sénat pour que les autres institutions, par exemple le président de la République et autres, soient ça, ce n'est pas notre problème, c'est ceux qui ont changé cette constitution. C'est ça. Mais je dis que même si c'est ça qu'ils veulent faire, la Constitution prévoit, je crois, que lorsque le Sénat n'est pas là, l'Assemblée nationale joue son rôle. Donc, aujourd'hui, à partir donc de ces sénatoriales, tout porte à croire que le pouvoir du peuple lui sera arraché d'élire par suffrage universel direct son représentant ou celui qui va être à sa tête. Non, le problème n'est pas là. Je dis que le problème avec ce qui s'est passé, c'est le fait qu'on n'a pas consulté la population. Il y a des dispositions on n'a pas respecté, pas qu'on n'a pas consulté la population, c'est qu'on n'a pas respecté les textes. Les textes disent clairement qu'il y a certaines dispositions de la Constitution qui ne peuvent être changées que par voie référendaire. C'est ça le problème. Peut-être que les Togolais auraient voulu un régime parlementaire. On ne sait pas. Mais on se lève, on s'enferme, on ne dit rien à qui que ce soit, minuit on adopte un texte qu'on promulgue. C'est une violation totale de la Constitution. C'est un coup d'État, il faut l'appeler par son nom. C'est un coup d'État? C'est véritablement un coup d'État. Parce qu'on devait... C'est dit. Oui, c'est très clair, on ne peut pas, ça ne passe pas. Pour moi, ça ne passe pas. La procédure n'a pas été suivie. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Quel que soit ce que les gens disent, on ne peut pas être d'accord. On ne peut pas évoluer dans ce sens. C'est un péché originel. C'est très clair. Pour nous, c'est très clair pour ça. Et on ne doit pas changer une constitution. Même si la constitution ne prévoyait pas que c'est par voie référendaire, il est totalement inadmissible de changer un régime qui gouverne les rapports entre les citoyens sans consulter cette population, sans en discuter.
Mais c'est très grave ce qui s'est passé. Mais après, Après quoi? quand cela a suscité un peu le tollé, Ils ont les fait députés quoi? ont été renvoyés sur le terrain pour aller consulter les chefs. Bon, en tout cas, Vous avez vu ben, ils avaient déjà adopté ça, c'est bon. Vous allez dire que c'est pour avant de faire la deuxième relecture, quoi qu'ils ont conçu. Mais en 2 heures, vous allez consulter la population. C'est en 2 heures que vous allez savoir la position de la population. Moi, j'ai des coins où des gens ont voulu aller et les ont renvoyés. Même si c'est en 2 heures, ils ont sélectionné les gens qui voulaient consulter. Mais même les gens qui sont partis en parler, là, est-ce qu'ils connaissaient le contenu du texte? Ils ne connaissaient pas le contenu des textes. Beaucoup de députés ont voté. Même ceux qui ont proposé ces changements constitutionnels, oui, ces changements constitutionnels, est-ce qu'ils connaissaient le contenu du texte? ceux qui ont proposé, Ceux qui même voter. ont proposé voter là, est-ce qu'ils connaissent? Non. Non, mais comment je peux proposer non, c'est non, vraiment, je crois que pour simplifier les choses ici, là, ce matin, il faut éviter de parler de cette constitution. Non, ce qui s'est passé, c'est énorme. Ce n'est pas du tout normal. Non, je trouve fortement regrettable que les Togolais, et chaque fois ils disent bon, mettre en place les institutions de la 5e République. Mais c'est quoi ça? Pour constater un seul individu, vous changez. Non, ce qui est très grave, c'est qu'on ne remarque pas s'il n'y avait pas ce changement constitutionnel. En 2025, on aurait franchi un grand pas dans la résolution du problème togolais. On aurait peut-être eu une alternance. Même si le président venait du camp uni, on aurait eu un changement de personne à la tête du gouvernement. Vous vous rendez compte ce que ce changement constitutionnel crée comme problème? Non, c'est excessivement grave ce qui s'est passé. Je ne sais plus si c'est en mars ou en avril. C'est pas bon. Il faut qu'on se respecte dans ce pays. Face à tout ceci, Oui. doit-on aller encore à une discussion, à un dialogue et ramener le compteur à zéro ou bien Quel compteur? Non, pas le compteur de mandat, non. Ah, ok. Ramener tout à zéro et puis dire maintenant nous voulons peut-être changer de régime et on doit aller à un référendum ou bien doit-on discuter et de quoi s'il le faut. Non, tu sais, la situation est quand même très préoccupante. Au niveau d'Adi, nous avons toujours privilégié le dialogue. Et le dialogue interne. Je crois que, comme on le dit, l'adage populaire le dit, le linge ça se lave en famille. Je crois qu'il faut qu'une fois que les Togolais comprennent, nos frères d'unir, nos frères et sœurs d'unir, comprennent que le Togo est un bien commun et qu'ensemble, c'est ensemble que nous devons le construire. Si c'est dialogue, il faut un dialogue sincère. C'est un jeu à somme non nulle. Il ne faut pas qu'ils croient que, bon, ils ont des gains à court terme, mais chaque fois, ils voient qu'il y a toujours des problèmes. Chaque fois, d'abord, ils ont tous les leviers actuellement. Ils ont l'Assemblée, nous sommes 5 sur siège. La siège. Ils ont le pouvoir financier, ils ont tout, l'armée, tout. Mais chaque fois, on sent que ça ne va pas. Mais il faut à un moment donné s'asseoir. Même eux-mêmes peuvent faire cette autocritique. À vous suivre, oui. C'est comme si le parti au pouvoir a tout. Ils ont tout. Mais oui. Les choses ne marchent pas. Les choses ne marchent pas. J'ai écouté tout de suite quand la ministre de réforme, là, qui disait, bon, évidemment, les statistiques ont montré qu'il y a une diminution de la pauvreté. Bon, c'est des statistiques qui le montrent. Je me rappelle quand j'étais jeune, il y avait un expert qui a dit que les statistiques sont comme un bikini. Les statistiques sont comme un bikini. L'important, c'est ce que ça cache. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, donc, personnellement, il est probable que les statistiques montrent. Mais quand on voit les difficultés que les Togolais ont pour avoir un repas décent par jour, c'est grave. Mais si elle se contente de ces statistiques, alors qu'on nous dit cela contraste avec les statistiques? Cela contraste avec les statistiques. Si elle se contente de ça, alors qu'on nous dit que 42% de la population a moins de 15 ans, moins de 15 ans, et qu'il n'y a pas d'emploi pour les jeunes, bon, elle n'a qu'à se contenter de ça. Professeur Tchabouré Aimé Gogué, le président national de ADI, qui est député à l'Assemblée nationale, chef de file de l'opposition, c'est lui qui est notre invité de ce matin. Monsieur le Président, la question que je vais vous poser, mais on va marquer la pause et on reviendra avec la réponse.
en tant que chef de file de l'opposition, je ne suis pas encore nommé. Hein. Ah, vous n'êtes pas encore nommé. Non. Pourquoi ça traîne? Je ne sais pas, il faut demander. J'avais un professeur qui dit, quand on lui posait la question pourquoi, il dit il faut aller voir le pape. Il ne peut pas répondre à cette question. Il faut aller voir le pape. Voilà. On va marquer la pause et on revient dans quelques minutes avec le budget. Une entreprise qui souhaite se développer a besoin d'accéder à des informations, d'analyser un marché, identifier ses prospects, ses partenaires, ses concurrents et bien entendu les contacter sans difficulté. Go Africa Online recense, classe, enrichit et surtout tient à jour des millions d'informations sur le monde des affaires en Afrique au profit des utilisateurs, tant dans leurs besoins personnels que professionnels. Notre plateforme est la première source d'informations sur le monde des affaires en Afrique. Vous voulez accélérer vos opportunités d'affaires sur le continent? Une seule référence, www.goafricaonline.com. Tu sais quoi, Elisabeth? Ma vie a changé depuis que j'ai la fibre Canal Box. Niao? Comment ça? Canal Box est une connexion internet stable et très rapide qui me permet de télécharger et d'envoyer à la vitesse de la lumière et en quelques secondes les audios, vidéos et divers documents, même les plus lourds. Mieux encore, je paye une seule fois mon abonnement par mois et toute ma famille et moi accédons à Internet en illimité. Oh, c'est bien. Sans aucune limite de mégas, H24 et 30 jours sur 30. Pour toute ta famille en même temps et illimité, ça doit être... D'abord, l'augmentation, on peut dire c'est un peu naturel, dans la mesure où le produit intérieur brut sur lequel est basé le budget, les recettes, ça a augmenté. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je n'ai pas totalement confiance aux chiffres. Bon, je vais essayer de demander des audits pour mieux comprendre, parce que l'Office des recettes, l'OTR, je crois que ça peut mieux faire, les entreprises publiques, ça peut mieux faire, parce que leur contribution, je trouve que c'est faible. Je crois qu'on doit pouvoir faire mieux. Nous avons des instruments, comme je l'ai dit précédemment, pour pouvoir faire des vérifications. Il y a la Cour des comptes, il y a les inspections, et aussi, comme nous sommes sous programme avec le Fonds monétaire international, nous pouvons demander, évidemment, nous, en tant qu'Assemblée nationale, nous ne pouvons pas demander directement. Mais la Cour des comptes, nous pouvons leur demander. Parce que la loi des finances, la loi organique portant finances, la loi des finances nous donne la possibilité d'avoir recours à la Cour des comptes pour faire certaines vérifications. Mais le FMI, je crois que c'est le gouvernement qui doit pouvoir le faire. Mais je crois que nous allons utiliser tous ces moyens pour examiner les possibilités de recettes qu'on a avec les structures dont nous disposons actuellement. Mais ça dit que l'État ou le gouvernement même ne peut pas vous fournir tous ces éléments-là. Il doit pouvoir nous le fournir. Bon, c'est ce qu'ils sont supposés nous fournir. Mais nous pensons qu'on doit pouvoir aller très loin pour voir la gestion de ces entreprises publiques, de ces offices publics, pour voir si on récolte suffisamment. Je ne dis pas qu'actuellement, il y a des entreprises, des opérateurs qui se plaignent de la pression exercée sur eux, les opérateurs sur eux, par l'OTR. Bon, donc je suis conscient que la pression de l'OTR sur ces opérateurs économiques est très forte et que ça décourage probablement les investissements. Je ne dis pas qu'il faut que l'OTR augmente ces choses, mais quand même il est possible que j'ai l'impression qu'il y a des choses qu'on peut mieux faire. Voilà. Donc ça, j'ai l'impression qu'on peut avoir un budget des recettes beaucoup plus importantes, donc un budget beaucoup plus élevé que ce que nous avons. Donc on pouvait toutefois avoir un budget peut-être là dans l'ordre de 3 000 milliards par exemple. Je ne peux pas l'affirmer, mais je crois qu'on doit avoir un peu plus que ce que nous avons actuellement. C'est l'impression que j'ai. Je peux me tromper, mais il faut qu'on fasse des vérifications. Mais il y aura le collectif budgétaire. Non, le collectif budgétaire, bon, c'est lorsqu'il y a des erreurs, des choses. Mais vous voyez que vous avez dit que ça a augmenté de 9%. Oui. Donc, comme la population peut être satisfaite, 9%, c'est une grosse augmentation. Mais si chaque année, mais si la base même est faussée, c'est-à-dire si c'est sous-évalué, vous allez être satisfait d'une augmentation de 9%, alors que peut-être on aurait pu, comme vous l'avez dit, on aurait pu peut-être avoir 3 000 milliards. Vous voyez. Donc, c'est des choses sur lesquelles on devrait pouvoir se pencher. Oui, mais les dons projets, les dons programmes, qui parfois aussi viennent se greffer au budget. Non, c'est inclus dedans. C'est inclus dedans. Oh, oui. Déjà. C'est déjà inclus. J'ai l'impression que bon, je ne me rappelle pas des chiffres, mais j'ai l'impression que ça diminue ou bien ça a plafonné. L'augmentation est faible. Donc, ce qui montre également qu'il y a un problème. Si ça diminue ou bien c'est stationnaire, ça veut dire que
et la communauté internationale. Nos partenaires financiers ne font pas plus qu'auparavant. Donc ça pose des questions sur leur appréciation de la gestion du pays. Oui, mais nous, citoyens lambda, qu'est-ce que nous pouvons espérer en tant que Togolais de ce budget par rapport à notre quotidien, Monsieur le Président? Oui, c'est ce que je dis. Premièrement, si on arrivait à augmenter les recettes, on aurait pu mieux faire. La deuxième chose, quand même, ce que je veux faire remarquer, vous vous rappelez, il y a quelques semaines, j'ai fait une sortie sur le non-respect du calendrier. C'est-à-dire, on devait avoir le projet de loi des finances une semaine avant l'ouverture de la session budgétaire qui avait eu lieu le 1er octobre. Chaque 1er octobre, c'est l'ouverture de la session budgétaire. Non, chaque premier mardi d'octobre. Voilà. Bon, cette année, nous ne l'avons pas eu. Nous avons eu le projet de loi des finances seulement en début de deuxième semaine, je crois. Non, bien, bon. Début décembre. Décembre. Et, ouais, donc octobre, c'est ce n'est qu'en décembre que vous avez en septembre, c'est septembre qu'on devait l'avoir. En septembre. Une semaine avant l'ouverture de la session budgétaire, nous devons avoir le projet de loi des finances. Nous l'avons eu seulement en décembre. À quoi cela était dû? Bon, cela, selon les informations que c'est dû au fait qu'il y a eu un changement de gouvernement. C'est pas le changement en tant que tel, mais le changement dans la composition du gouvernement. Vous voyez, le nombre de ministères a augmenté. Le nombre de ministères a augmenté et on fait le budget par ministère, selon les programmes de chaque ministère. Donc il faut voir quel service va dans quel ministère, la recomposition des services, et puis ça a demandé du travail. Mais 2 mois du travail, peut-être c'est un peu trop, mais quand même, il y a une petite explication à ça. Bon, qu'on peut... Et si vous avez été convaincu, vous les députés? Bon, je ne suis pas... Bon, les députés, disons personnellement, bon, circonstances atténuantes, mais 2 mois c'est trop. Disons qu'ils auraient pu faire pour qu'on laisse un peu plus tôt. Évidemment, je laisse de côté le fait que 35 ministères, c'est trop pour le pays. Je ne dis pas que c'est un peu trop, c'est trop pour le pays. Bon, ça, c'est pas... Supposons qu'on a eu ça, pas supposons, on l'a eu ça en décembre. Oui. Mais ce qui me choque, c'est que malgré qu'on a eu ça tard, on veut adopter le budget avant la fin du mois. On veut adopter le budget avant la fin du mois? Oui, ça m'a choqué. Pourquoi? Parce que la loi dispose qu'on doit adopter la loi des finances le 31 décembre. Au plus tard. Au plus tard. Mais la Constitution dispose que si ce n'est pas fait, le gouvernement fait faire appel à l'Assemblée pour adopter une loi lui permettant de fonctionner avec le budget sur la base du budget de 2024. Donc ils ont 108 députés. Ça va passer comme lettre à la poste. Donc, il y a le temps pour vous d'étudier à fond le budget de 2025. Voilà. Et de l'adopter. Ce n'est pas comme dans le cas des États-Unis où lorsque le budget n'est pas adopté, toute l'administration est fermée, les fonctionnaires ne sont pas payés, beaucoup de services sont fermés. Je ne sais pas si vous vous rappelez du cas de Clinton lorsque ça a été fermé. Ça a été le cas. En France, ils n'ont pas adopté le budget, mais ça continue. Vous voyez? Donc leur problème, c'est comment arriver à faire des combinaisons dans le gouvernement ou bien au Parlement pour pouvoir l'adopter. Le problème ne se pose pas ici. Ils ont 108 députés, ils vont l'adopter. Nous allons l'adopter, même si peut-être que nous allons voter contre, parce que certaines conditions ne sont pas remplies. Vous voyez, c'est ça le gros problème. Je ne vois pas pourquoi il faut adopter. Vous ne voudriez pas que vous fassiez le travail à pas de charge? Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Pourquoi aller rapidement? Lorsque, d'abord, il y a beaucoup de députés qui sont nouveaux. Beaucoup. Je ne sais pas combien. Ils ne maîtrisent pas les mécanismes, comment... C'est ça. Et puis, il faut reconnaître les députés qui soient du NIR ou pas, ils posent des questions qui sont très intéressantes. Et, oui, ils veulent comprendre des choses. Il faut leur laisser le temps de faire. Je ne dis pas qu'il faut mettre un an pour adopter le budget. La loi encadre la durée, mais quand même, il ne faut pas précipiter. Mais c'est un record. Même les communes qui adoptent un budget pour leurs communes, ils mettent au moins 10 jours. Nous, peut-être en une semaine. Bon, c'est incroyable. En tout cas, ça, là, c'est... À quel niveau vous êtes aujourd'hui? Vous avez les travaux en commission de finances, c'est déjà fini? C'est fini. Une semaine. Les travaux en commission de finances, c'est déjà bouclé? Une semaine. Donc, c'est la plénière qui vous attend? Oui. Il faut que la commission fasse son rapport.
après on vient plénière. Non, c'est choquant. C'est choquant. Moi, j'ai dit ça à qui de droit au niveau le président de l'Assemblée, le président de la Commission, le ministre des Finances et le président ou bien le secrétaire exécutif du NIR. Je leur ai dit que ce ne sont pas... Et la réponse a été? On a fini en une semaine. Non, c'est dommage. Je ne comprends pas pourquoi cette attitude. Je ne comprends pas. Pourquoi on ne le laisse pas? Surtout que les textes prévoient qu'on puisse continuer. Mais en respectant les délais prévus par la Constitution, les textes le permettent. Et les textes, ils ont je ne peux pas même dire qu'ils ont la majorité à l'Assemblée nationale. Mais je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas? Non, je ne comprends pas. Visiblement, vous êtes déçu, professeur. Et je suis très déçu sur la manière dont ça s'est passé. Oui. Est-ce que c'est seulement par rapport au budget que vous êtes déçu ou bien... Non, pour le moment, c'est le budget seulement qu'on a. Que vous travaillez pour le moment. Oui, c'est ça. Donc, je suis déçu. Mais même nous avons la possibilité de nous rattraper parce qu'on peut faire interpeller des ministres après. Les institutions, on peut les interpeller. Par exemple, le ministre du Plan, le ministre des Finances, le TR, le ministre des Finances par rapport aux entreprises publiques. On peut, la Nonato. Si on au moins, avez-vous été situé par rapport à la contribution de chaque entreprise et de l'État? Pas beaucoup, parce que avant, je me rappelle quand j'étais député, puisque j'ai été député entre 2013 et 2018, on avait les contributions de chaque entreprise publique. Maintenant, des entreprises publiques sont passées, ils nous ont dit ce qu'ils contribuent. Pas beaucoup, pas toutes sont passées. Comparativement à ce que vous aviez assisté, avant, vous avez assisté avant? Oui. Je crois qu'il y a... Oui, et l'explication donnée, c'est quoi alors? Je ne sais pas. C'est pourquoi il faut qu'on comprenne. Le port, par exemple, la Lonato, le TP, passé, il y a etc. certaines entreprises, oui, la SNTP, ces entreprises sont passées, mais il y a d'autres qui ne sont pas passées. C'est pas bon. Et elles ne sont pas passées. À l'Assemblée, en tout cas, présenter leurs chiffres, oui. Et puis, dans le budget, tout est global. Donc, c'est facultatif? Non, ce n'est pas nécessairement facultatif. Ça dépend de la programmation faite par la commission de l'économie des finances. Mais voilà, c'est la commission a bouclé ses travaux. Oui, c'est fini. Ils ne vont plus passer. Et donc, les entreprises qui n'ont pas pu faire le déplacement peuvent rester bien sans être gênés? Non, oui, bien sûr. Mais, comme je l'ai dit, nous avons la possibilité, après l'adoption du budget, avec ces faiblesses-là, nous avons la possibilité de les interpeller au cours d'année pour qu'on espère que l'année prochaine, ça soit mieux. Voilà. Le Ghana vient de sortir d'une élection et voilà, c'est la joie là-bas et ils sont main dans la main, Monsieur le Président. On ne peut que les envier. On peut que les envier et espérer que ça viendra un jour au Togo. Mais je crois que comme vous l'avez vu, c'est la participation aussi des Ghanais est à féliciter. La participation au processus, c'est à féliciter. Ici, on n'a pas encore atteint ce niveau où la population vote et participe et attend les résultats. Et on n'a pas encore atteint ce niveau. Il faut qu'on y arrive. Et nous avons vu également les centres de compilation des différents candidats qui travaillaient comme si, c'était des institutions. Bien sûr, est-ce qu'ils étaient seuls là-bas? La population, c'est ce que je parle de participation de la population. Vous vous rappelez, je ne sais plus quelle année, d'abord en 2003 ou 2005, on avait cassé le truc de la coalition quand on avait fait les élections. Et en quelle année à César, le centre de population de l'ANC? En 2010, je crois. De l'ANC. Oui. Mais la population, c'est les gens de l'ANC seulement qui étaient là. La population devait être là. Pas les gens, c'est les techniciens qui faisaient la... Mais il faut qu'il y ait une véritable participation de la population. À partir de ce moment, lorsqu'on bourre les urnes dans les bureaux de vote, la population n'est pas là. Il faut que la population soit présente. Prenne des choses comme à bras le corps. Si on n'arrive pas à amener ça, les gens vont continuer. C'est malhonnête ce qu'ils font, mais également il faut que nous soyons prêts à défendre ce que nous faisons. Nous allons accueillir Pelé qui est en ligne avec nous pour une question. Oui, Pelé, bonjour. Oui, bonjour. Professeur, bonjour. Bonjour Pelé. Ok, du courage avec votre détermination. Merci.
Ok, je pense que la population a peur. La population a peur. La population a peur. C'est ça que les gens croient. Mais la population n'a pas peur. Je pense que tout ce qui se passe aujourd'hui, il faut que le RPT venir comprenne que ça ne va pas. Le président Faure, moi je l'ai dit, il a toutes les manœuvres pour qu'il convoque une assise nationale. Il faut qu'il convoque une assise nationale. Bon, ça c'est entre parenthèses. Président, je pense qu'aujourd'hui, l'opposition n'a pas les marges de manœuvre pour aller à ces élections sénatoriales dont tout le monde parle. Je pense que si tout ce qui se passe aujourd'hui, l'opposition peut attendre la nomination du président Faure. Tous les opposants qui voulaient travailler avec le président Faure n'ont qu'à aller travailler avec le président Faure. Merci. Bien noté, cher ami Pelé. Nous accueillons M. Senghor. Évangile Senghor, bonjour. Bonjour. Oui. Je salue M. le Président, bonjour. Bonjour, Senghor. Merci. Bon, monsieur le député, cette année, on a voté le budget à 2 000 milliards. L'année prochaine, 3 000 milliards. L'année suivante, le chose avec 4 000 milliards. Bon, tout ça, là, c'est bon que voter un budget en l'air où on ne peut pas soutenir dire que qu'elle va à l'armée. Nous avons 6 régions. On va donner 10 milliards plutôt à une région, ça fait 60 milliards, pour que les régions puissent se développer. Maintenant, on vote le budget comme en l'air. L'année suivante, on vote. Selon vous, excusez-moi, monsieur le président, vous êtes un intellectuel, mais comment vous ne voyez pas les trucs pour ça que c'est comme une chose de bloquer la population? Je vous remercie. Bien noté, monsieur Senghor. Alors, monsieur le président, oui, pour Senghor, il faudra plutôt voter le budget en sorte que chaque région puisse avoir sa part dans le budget pour enclencher ou peut-être booster le développement local. Non, ça peut... bon, nous, on nous signale quand même qu'il y a un dernier intervenant qui est en ligne avec nous. Allô? Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, président. Votre nom? Alors, c'est Cyril. Cyril. Sizing. Ah, Sizing, d'accord. La radio qui est à côté de vous, s'il vous plaît, si vous pouvez diminuer le volume. Diminuez le volume de la radio. Je voudrais lui dire merci aussi pour ces accords. Je voudrais intervenir par rapport à une situation. Vous-même, vous savez ce qui s'est passé vendredi. D'abord, je félicite le ministre de la Sécurité, les forces de l'ordre, les forces de défense pour leur bravoure. Mais là, on se pose la question, quel est le rôle du directeur des travaux publics, le ministre tutelle au moment de l'exécution des travaux, la rédaction technique et provisoire? Pour ça, ils n'ont pas veillé à ce que la passerelle soit bien posée, soit bien construite. Donc nous nous posons la question, quel a été le rôle du contrôle et le maître d'ouvrage? Donc tout cela pose problème. Ça ne va pas dans ce pays. Le gouvernement n'a pas à revoir les choses. Ici, ce n'est pas le problème de la mairie, parce que ce sont les grands travaux, les grands ouvrages. Donc, il faudrait que cette personnalité soit interpellée. Il doit reprendre les actes, comment les choses se sont passées pour que ça puisse s'écouler. Un tel camion citerne qui n'a pas de force, qui percute la passerelle et puis ça tombe. Ce n'est pas possible. D'accord. Très bien noté, M. Sizing. Notre invité vous apportera tout à l'heure ces éléments de réponse. Oui, vous étiez d'abord sur le budget que préconisait M. Senghor. Il faudrait allouer... C'est une option. Si le budget augmente, on peut allouer des fonds aux différentes régions. Ça, c'est possible. C'est des options qui peuvent être prises avec les licences. Donc, c'est possible également dans un budget national? Oui, c'est possible. Mais puisque l'État donne des fonds à des collectivités locales. Puisque maintenant, nous avons aussi des gouverneurs. Ils peuvent le faire. Bon, maintenant, c'est le montant qu'ils demandent. Évidemment, il y a des secteurs où l'État intervient directement. Mais est-ce que c'est l'État qui doit intervenir? Il faut définir bien les compétences des 3 niveaux de gouvernement, les municipalités, les régions et puis l'État. Donc, si on définit très bien, parfois, c'est des compétences partagées. Mais lorsque c'est des compétences uniques, par exemple, si on dit que les établissements primaires ou bien les centres de santé primaires, c'est
les collectivités locales, il faudra leur transférer ces ressources pour qu'elles puissent. Donc ça peut se faire. D'accord. Et pour Pelé, la population n'a pas peur du thé. La population non, a peur ça c'est plutôt. une Il dit il faut convoquer plutôt une assise nationale. Non, comme je l'ai dit, je pense que c'est... Nous, au niveau d'ADI, nous privilégions le dialogue interne. Donc ça, il faut trouver des moyens pour pouvoir Mais le faire. tu portes à croire, selon lui, que l'opposition n'a pas de marge de manœuvre de gagner ce scrutin ou bien ces sénatoriales. Non, comme je l'ai dit, c'est très difficile compte tenu de la représentation des conseils municipaux, des conseils régionaux, la probabilité que l'opposition puisse gagner des sièges élus au niveau du Sénat, cette possibilité est faible. Mais bon, c'est pas parce que... Est-ce que vous ne risquez pas d'être mis devant le fait accompli que peut-être si des gens boycottent et que par hasard le chef de l'État leur propose sa nomination au sein du Sénat? Est-ce qu'il n'y aura pas un dilemme cornélien? Non, le problème est le suivant. Comme je l'ai dit, si on nomme des gens, si le chef d'État nomme des gens qui font l'unanimité de la population, ça va. C'est-à-dire, je vous ai donné des exemples. Oui, vous avez cité bon, peut-être que c'est moi qui donne cet exemple. Peut-être qu'il y a d'autres exemples qui sont mieux que le mien, que ce que j'ai donné. Peut-être des gens peuvent... Bon. Dans ce cas, il y a... Donc, il n'y a pas un critère... Non, pour le moment, il n'y a pas de critère. Par rapport aux gens, au profil des gens à nommer. Non, pour le moment, il n'y a pas de profil. Il n'y a pas de profil clair. Mais supposons qu'on nomme nous tous, que nous connaissons dans ce pays, il y a des chefs de parti ou bien des politiciens. Si on les nomme, il va de sorte que la population va douter de leur qualification. Vous voyez, si c'est dans ce cadre, c'est un peu gênant de mais se voir un des nommer. vôtres a dit également sur Victoire FM la dernière fois, ici même, que le chef de l'État n'a qu'à proposer, ou bien n'a qu'à nommer le tiers, réserver le tiers donc du Sénat à l'opposition, à toute l'opposition. Bon, ça également, c'est compliqué. On peut dire ça, on peut le dire, mais comment désigner ces gens de l'opposition? Comment désigner le tiers des gens qui va nommer, hein, c'est ça. Donc ça fait quoi? Ça fait sur 20, ça fait 6. À la limite 7, en gros. Puisqu'il va nommer 20. Peut-être tous les 20. Non, tous les bons. Dans l'ensemble de... Non, ce ne sera pas. Donc il va dire que le chef d'État n'a qu'à nommer seulement les... Non, ce n'est pas ça, ce qu'il voulait dire. Donc c'est le tiers de ce qu'il va nommer. Donc ça fait en gros 7. 7 sur quelle base? Sur quelle base? Et puis ensuite, mais les 7 peuvent provenir, comme je l'ai dit, il y a des gens qui sont de l'opposition, qui font, entre guillemets, l'unanimité au niveau du pays. Hein. On peut trouver des gens, c'est des gens qu'il faut nommer. C'est pas parce que tu es chef de parti qu'on va distinguer dans leur domaine spécifique. C'est pas parce que tu es chef de l'opposition qu'on va te nommer parce que tu es de l'opposition. Non, il faut sur des bases très claires, des précis, qui permettent de dire que cette personne, il est bien. Il peut y avoir des gens du NIR qu'on va nommer, les gens ils vont dire ok, je suis. Ils vont approuver et applaudir ces personnalités. Voilà. Oui, mais Sizine disait que ce qui s'était passé à Ouézongo était tellement grave, mais il se pose des questions sur le rôle qu'a joué le directeur des travaux publics. Nous l'avons dit. Non, certainement. Non, en tout cas, nous allons faire des efforts pour mieux comprendre ce qui s'est passé et la population saura. Parce que les gens se plaignent trop sur les mais comment travaux se publics. fait-il qu'il y a eu mort d'hommes, des citoyens qui ne voulaient simplement que circuler? Ils étaient en pleine circulation. Bien sûr. Et voilà qu'un pont qui a été fabriqué, il y a combien d'années? 1 an. Et maintenant, comment ce qui était posé sur les 4 grands piliers, comment a-t-il été posé à sorte que ça tombe? Juste parce que il y a eu un choc. Et pour notre auditeur, il faut qu'il y ait des arrestations. Non, il faut faire des enquêtes et situer les responsabilités, arrêter ceux qui sont... Si la loi prévoit des dispositions... Mais sur de monsieur, prenez même besoin de faire des enquêtes avant d'interpeller les gens. Non, on doit interpeller rapidement. Bon, je ne sais pas à quel niveau se trouve le ministère. Bon, peut-être qu'ils sont avancés et continuer. Il faut nécessairement... Bon, nous voulons être... Pouvons-nous nous attendre à la démission du ministre des Travaux publics?
Bon, peut-être il peut dire que ce n'était pas lui en ce moment. Ah oui, mais c'est son service qui a été défaillant quelque part. Mais il faut savoir qui était le DG en ce moment, le contrôleur, ceux qui ont fait le contrôle. Non, je crois que au moins, puisque nous voulons être dans un état de droit, faisons les enquêtes. Il faut qu'on fasse les enquêtes, situer les responsabilités, prendre les sanctions qui s'imposent. En tout cas, nous, au niveau de l'Assemblée nationale, nous allons poser des questions. Voilà, il y a un bras de fer entre la CEDEAO et les États de l'Alliance du Sahel. C'est ça. Et le divorce semble être consommé. Ils disent que leur décision est irrévocable. Ils ne reviendront plus dans la CEDEAO. Comment en est-on arrivé là, professeur? Bon, je crois qu'il faut accuser la CEDEAO. Bon, personnellement, moi je suis contre les coups d'État. Donc lorsqu'il y a eu des coups d'État dans les pays de la CEDEAO, je n'étais pas content. Parce que lorsqu'on prend tous ces cas-là, si on prend surtout le cas du Mali, la population s'était révoltée déjà. Donc c'est dans ce cadre qu'il y a eu le coup d'État. Donc ça veut dire que la population et des gens dans la population savaient que ça ne marchait pas. C'est eux qui ont commencé. Donc les coups d'État interviennent à la suite d'une mauvaise gouvernance, généralement. Il y a des coups d'État fantaisistes, mais dans ce cas, IBK avait des problèmes de gouvernance. Donc la population l'a identifié, a protesté. Mais généralement, ces gouvernements défaillants sont maintenus au pouvoir grâce à qui? Grâce à l'armée, hein, généralement. C'est avec ce soutien de l'armée. Et après cette armée, qui n'arrive à vaincre ces gouvernements que parce qu'ils ont des armes. Vous savez, au Togo, on aurait pu régler le problème si nous avions pris la voie des armes, si des gens ont opté pour la voie des armes, et s'ils n'avaient pas le soutien de l'armée. Je suis que c'est pas une voie qui est... moi, je ne suis pas pour ça. Conseillé, voilà. Oui, c'est une voie... On ne peut pas prévoir la suite. Et même dans ces pays du Sahel, on voit ce qui se passe. Donc, c'est pourquoi je suis contre les coups d'État. Voilà. Mais en même temps, les sanctions prises par la CEDEAO n'étaient pas proportionnelles. Ça visait plus la population que les gens qui étaient... Si vous vous rappelez du cas du Niger. Donc, les gens qui ont perpétré le coup d'État. Ça, c'est la première chose. Et puis, ces sanctions sont parfois illégitimes et qui ne respectent pas les dispositions. Eux-mêmes, ils ont qualifié ces sanctions d'inhumaines. Voilà. Bon. Quels que soient les cas, ça ne respecte pas les lois même de la CEDEAO. Donc la CEDEAO même a permis des conditions. Même le cas du... Je ne sais pas quel... C'est du Niger, non? Niger et... non, il y a un pays où ils prenaient des sanctions alors qu'au Sénégal, Macky Sall faisait pratiquement la même chose. Alors ils ont laissé Macky Sall gesticuler, faire tout ce qu'il voulait, alors qu'ils prenaient des sanctions contre le Mali. Donc pour moi, la CEDEAO a laissé passer beaucoup de coups d'État. De violations. Oui, 2 poids 2 mesures. La CEDEAO bien sûr, non. Faisait montre donc de 2 poids 2 mesures. Si vous prenez le cas de Togo, nous sommes dans une situation inconstitutionnelle. C'est un coup d'État constitutionnel. Et ce qui s'est passé au Burkina, c'est un coup d'État même en militaire. Côte d'Ivoire, entre-temps, même en Côte d'Ivoire, cela. Même en Côte d'Ivoire, c'est troisième mandat. Troisième mandat. Bon, lorsque vous prenez ces cas, donc vous voyez ça, ça ne fait pas confiance. La CEDEAO, ce n'est pas la CEDEAO du peuple, c'est la CEDEAO, un syndicat de chefs d'État. Ce que Alpha Condé en son temps avait nié catégoriquement. Il avait nié. Il avait dénoncé. Ce n'est pas un candidat, un syndicat des chefs d'État. Ah bon, il avait nié ça. Je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas. Mais ça se passe comme ça. Et en tout cas, c'est la perception que beaucoup, si vous demandez aux communautés, toute la population de la CEDEAO veut la CEDEAO. Des peuples. Mais la manière dont la CEDEAO fonctionne, c'est pas ça. Donc pour nous, c'est dommage. J'ose espérer qu'on peut revenir, que le divorce... On leur a donné quand même... Il y a encore 6 mois. 6 mois? Oui, en tout cas à partir de janvier, jusqu'en juillet. Donc, on espère que le divorce, la séparation du corps va être supprimée et qu'ils vont revenir. Mais il faut ça dépend des changements profonds que la CEDEAO va opérer en son sein. En son sein. Pour donner confiance. Vous avez bon espoir que cela pourrait être le cas? Je rêve. Monsieur le Président, nous sommes à la fin de notre entretien. Votre mot de fin? Non, je crois que nous vivons une situation très difficile, très dangereuse au Togo.
Et j'ose espérer que la population est déjà très consciente de ça. J'ose espérer que nos frères et sœurs d'UNIR aussi